Donc, dans le prélèvement mentonnier, vous connaissez tous le site, on va avoir à interférer avec un niveau incisif, on va avoir à interférer avec des organes anatomiques de type nerveux, on va avoir à interférer avec tout un environnement vasculaire et nerveux dans la partie périphérique. Et donc dans ce contexte, on va essayer un peu de regarder les différents éléments de sa mise en route. Alors, les augmentations osseuses, vous les connaissez et Isabelle vous en a parlé tout à l'heure. L'os autologue fait partie de ce qu'on appelle les acquis. Pendant très longtemps, on l'a considéré comme étant un gold standard. Aujourd'hui, on remet beaucoup en cause ce gold standard. Et pour meilleur exemple, le sinus. Aujourd'hui, le matériau en comblement sinusien n'est plus l'os autologue en gold standard, même si c'est un matériau qui continue, dans certaines indications, à trouver sa place. Donc, la place des matériaux a évolué. Tout d'abord, un petit clin d'œil à mon ami Guillaume, qui est sorti. C'était un des premiers cas qu'on avait traité ensemble, il y a déjà une dizaine d'années. La planification est quelque chose d'essentiel. On ne fait aucune chirurgie de greffe, d'augmentation osseuse sans une planification rigoureuse. Pour illustrer cette planification, une empreinte, une situation où, désolé pour le contraste, on a une hauteur osseuse sous-sinusienne qui semble insuffisante, une disponibilité insuffisante, on se dit, tiens, vu de panneau, il faut un comblement sous-sinusien. Parfait. Mais si on regarde l'analyse prothétique d'un point de vue rigoureux, ceci est l'empreinte et le modèle d'étude, on va démarrer par réaliser un montage directeur, un wax-up. Ce wax-up, parfait, il nous donne la position de nos dents. On le convertit en guide radiologique. Et ce guide radiologique, dès qu'on va avoir simplement tourné le modèle et le regarder de face, on va se retrouver avec une évidence de correction en épaisseur à associer au niveau de ce site. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre d'implant, ça veut dire que tout simplement ce sera un garde-manger et que ce n'est pas une question esthétique uniquement, c'est une question d'hygiène, d'accès à l'hygiène et également de doléances secondaires du patient, donc autant les anticiper par rapport à ça. Donc ça, c'est une indication qui se gère également, pas une augmentation en épaisseur, greffe d'apposition, régénération osseuse, peu importe, mais il n'y a pas que le sinus dans cette affaire-là qui doit être concerné. Pour revenir un petit peu dans la question, et qui est le fil conducteur de ce que nous avons eu ce matin avec les biomatériaux, est-ce qu'on va cicatriser de la même façon quand on va mettre un os autologue, quand on va mettre un matériau, selon qu'on est dans une alvéole, qu'on est sur une insuffisance d'épaisseur, qu'on est sur une insuffisance de hauteur, qu'on est dans une zone kystique. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui vont intervenir et on va essayer au fur et à mesure, essayer un tout petit peu de tirer le filigrane. Pour la cicatrisation osseuse après une autogreffe, je ne sais pas si Isabelle vous en a parlé tout à l'heure, parce que j'étais un peu sorti et elle avait fignolé son fichier. Vous avez parlé un peu de la cicatrisation osseuse, légèrement. Donc on va là brièvement la repasser en revue. On a vu la cicatrisation et le remodelage. On va voir au niveau, non pas d'une alvéole, mais d'une autogreffe, comment ça se passe. Vous avez donc une autogreffe qui va avoir une origine spongieuse plus ou moins importante, donc on va être cortical ou spongieux ou cortico-spongieux. On va avoir un coagulum qui entoure le greffon, et ça rejoint ce que nous disions ce matin sur le rôle de la vascularisation, de l'angiogénèse, de la stabilité du caillot, du rôle du collagène dans la stabilisation du caillot. Donc tout s'articule autour de cette angiogénèse et de cette vascularisation. Les cellules initialement vont se retrouver à survivre dans une frange de 300 microns à 1 millimètre, c'est ce que nous avons évoqué ce matin. Et par ailleurs, nous avons une mort cellulaire évidente par insuffisance de revascularisation du greffon qui a été transposé. L'inflammation va disparaître, on va avoir un tissu de granulation qui va entourer, et les premiers à s'activer, et c'est ceux qu'on va chercher à privilégier dans cette activité, sont les ostéoclastes, qui vont être les précurseurs de l'activité des ostéoblastes. Donc on va passer de cellules mésenchymateuses au niveau du site, donc des cellules qui ne sont pas différenciées encore, à des cellules différenciées en préostéoclastes, en préostéoblastes, et c'est ce qu'on appelle la substitution rampante ou l'ostéoconduction. Tout ça, tous ces termes désignent la même chose. Donc substitution rampante et ostéoconduction, c'est exactement le même phénomène. La différence entre l'os cortical et l'os spongieux, c'est le laps de temps nécessaire à la revascularisation, le temps qu'il faut pour revasculariser le site. Bien entendu, l'os spongieux est beaucoup plus rapide, vu qu'il y a moins de trame minérale au niveau de l'activité. Donc l'os va se revasculariser par croissance et anastomose de vaisseaux sanguins. Donc c'est la prolifération des vaisseaux sanguins qui a le premier impact sur le remodelage ou l'intégration d'une greffe ou d'un biomatériau. C'est exactement le même phénomène.